Voilà, et là, le troisième débat aux États-Unis, c'est notre fait du jour. On en parle avec vous, Henri Landès. Bonjour, vous êtes maître de conférence à Sciences Po, auteur de Hello Houston, les États-Unis vus par un Américain en colère aux éditions Max Milo. Vous êtes en colère donc? Oui, je suis en colère et nombreux Américains, comme on vient de le voir, le sont aussi. Les Américains vivent très très mal cette élection. C'est pas une élection normale, c'est une élection qui met face à face deux candidats qui n'ont pas la confiance des Américains. Oui. Et Donald Trump, surtout, est un clown, un imposteur et qui fait n'importe quoi et qui crée une bassesse dans le débat politique. Comme on vient de l'entendre, c'est un cirque et il y aura probablement beaucoup moins de personnes qui vont regarder ce débat. Vous êtes en colère du fait de la personne même de Donald Trump, donc oui, plus que d'Hillary Clinton. Non, il est deux candidats. Il y a un problème chez les deux candidats. Donald Trump, de son côté, focalisons-nous sur lui, c'est quelqu'un qui n'est pas un vrai conservateur, donc il est venu usurper l'investiture dans ce parti-là. Un opportuniste donc. Un opportuniste totalement. Il dit ce que veut entendre la population face à lui. Il propose des choses qui sont complètement absurdes, voire anticonstitutionnelles. D'accord, barrer l'entrée des musulmans. Il veut créer une guerre contre une religion aux États-Unis. Il veut faire financer les Mexicains un mur qui ne les permette pas de rentrer dans le pays, alors que les Mexicains et les Latinos de manière générale sont une grande partie de la population américaine qui travaille dur, qui contribue à l'économie américaine depuis des décennies, et il veut totalement diviser la population et créer de la haine. Et de l'autre côté, Hillary Clinton, elle n'a pas la confiance des Américains parce qu'elle a pris des décisions qui reflètent une position trop militariste, historiquement. Elle a voté pour la guerre en Irak, qui est la plus grosse erreur de politique étrangère. Qui était à l'époque soutenue par une majorité d'Américains. Qui était... alors ça, c'est pas certain. Il y avait une partie de la population qui était pour cette guerre en Irak, mais il y avait une grande résistance néanmoins à cette intervention. Et il y a une grosse campagne de communication qui a été menée par George W. Bush et son administration pour promouvoir un petit peu cette position que les États-Unis étaient menacés. Donc quand on n'est pas d'accord avec vous, c'est parce qu'on met en œuvre des techniques de communication pour convaincre les Américains? Non, pas du tout. Je pense que George W. Bush a créé cette campagne de communication pour soutenir une position qui était d'ailleurs beaucoup influencée par Dick Cheney. C'était même pas lui qui était extrêmement... Voilà. Mais disons que on a maintenant le recul pour voir que cette guerre en Irak a été une grosse erreur et qui a créé tout un berceau pour le terrorisme que nous vécons aujourd'hui. Alors on va pas réécrire l'histoire, mais en tout cas ce qui intéresse dans cette élection effectivement, c'est notamment cette personnalité de Donald Trump, et puis on parlera aussi d'Hillary Clinton. Il y a un argument que vient de donner Donald Trump dans cette campagne. Jusqu'à présent, il n'avait pas évoqué cette possibilité-là, qui était, et non pas le sondage qu'on voit à l'écran, mais c'est pas de ça effectivement dont nous parlons en ce moment, mais plutôt de ce que Donald Trump a lui-même évoqué à propos de l'élection lui-même. Il considère qu'elle est biaisée. Je voudrais qu'on l'écoute. Plus d'1 800 000 personnes décédées à l'heure actuelle sont enregistrées comme électeurs. C'est merveilleux. Alors s'ils votent pour moi, ça nous irait, non? Mais j'ai le sentiment qu'ils ne voteront pas pour moi. Voilà, Donald Trump, c'est son dernier argument. L'élection serait donc biaisée. Et là, pour le coup, le Parti républicain, et notamment Paul Ryan, le leader des républicains à la Chambre, s'est désolidarisé du candidat. Vous pensez que là, il a véritablement franchi la ligne rouge? Je pense qu'il a franchi la ligne rouge quand il a décidé d'être candidat à la primaire. Et il n'a pas la légitimité, les connaissances, les compétences politiques pour représenter le peuple américain. Une des élections les plus importantes de l'histoire, tenant compte des enjeux que nous avons aujourd'hui à gérer. Mais il ne faut pas se leurrer non plus. Le Parti républicain se désolidarise aussi parce qu'il réalise qu'il a perdu et que vaut mieux ne pas perdre le Congrès et leur siège parlementaire. Donc se désolidariser, parfois, c'est une stratégie de survie pour certains parlementaires. Donc on savait déjà qu'il était très misogyne, on savait déjà qu'il avait probablement harcelé des femmes. Voilà, la vidéo. Maintenant, il est mauvais perdant. Et maintenant, il est mauvais perdant. Et donc Paul Ryan, vraiment, ce serait embarrassant s'il se décide. On n'a jamais vu un candidat contester à l'avance l'organisation d'une élection. Si, il y a eu quelques candidats, mais pas. Parce qu'on se souvient que chez les démocrates, en 2000, on avait quand même émis de gros doutes sur le résultat qui a finalement porté George W. Bush au pouvoir, même s'il n'a pas gagné effectivement le suffrage populaire. Oui, quand ils ont recompté, ils ont vu que Al Gore avait plutôt gagné en Floride et finalement, c'était la Cour suprême qui a dû décider on arrête le recomptage des votes. Donc, cette élection a montré à quel point on était divisé aux États-Unis, mais aussi qu'il y a un système qui ne reflète pas nécessairement la volonté du peuple. Il a gagné plus de votes, de voix. Est-ce que c'est pas ce que dit Trump finalement? Trump est en train de dire qu'il a les médias contre lui, qu'il a les entreprises contre lui, qu'il a tout un système politique contre lui. Il a raison de dire qu'il y a des imperfections dans le système politique américain. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans mon livre.
il y a un énorme problème de l'argent et des intérêts privés dans la politique. Et ça, c'est de deux côtés. Et pour revenir sur Hillary Clinton, elle représente un petit peu ce système beaucoup trop élitiste dans l'économie et dans la politique dont les Américains veulent se débarrasser. Cela dit, Barack Obama l'a pas réformé non plus. Il n'a pas réformé suffisamment et il a eu beaucoup de problèmes à cause d'un Congrès qui était extrêmement hostile face à lui. Oui, enfin, il s'était lui-même extrait aussi des règles de financement public, ce qui lui avait permis d'attirer effectivement une somme record pour un candidat à la présidentielle. Oui, alors il avait aussi fait beaucoup plus de terrain et de grassroots movement, comme un peu l'a fait Bernie Sanders, il a un peu fait comme Bernie Sanders l'a fait beaucoup plus dans cette élection. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Bernie Sanders, pour la première fois, vraiment a mobilisé toute une énorme partie de la population qui a participé aux primaires en mobilisant des fonds de petits donateurs avec une moyenne d'à peu près de $27. D'ailleurs, des millions de personnes qui ont contribué. Et c'est là où on peut être un petit peu optimiste dans la réforme de la politique américaine. Vous pensez que Bernie Sanders lui incarne davantage finalement aujourd'hui le souhait de la majorité de l'électorat américain que les deux candidats qui vont s'affronter dans cette présidentielle? Je pense que Bernie Sanders a créé un mouvement qui est prêt à s'élargir, qui est nous avons besoin une bonne fois pour toutes d'évacuer l'argent dans les primaires, d'évacuer les intérêts privés d'une certaine manière de la conduite des primaires et du système politique. Et Bernie Sanders met en avant un problème d'inégalité sociale qui est un exemple de comment ce système politique est à bout de souffle. Alors je voudrais qu'on voit ce sondage justement qu'on vous montra à l'instant, le dernier sondage national NBC, Wall Street Journal, qui donne une avance de 11 points maintenant à Hillary Clinton sur Donald Trump. Un autre sondage, NBC pour le Washington Post, lui la place aussi en tête mais avec seulement 4 points d'avance. Néanmoins, il semble que tous les sondages concordent. Elle a accru son avance ces derniers jours. L'affaire du bus, la vidéo du bus a laissé des traces définitive d'après vous dans l'opinion? Oui, je pense. Je pense que cette vidéo qu'ils ont sortie au bon moment, parce que bon, il avait probablement sous la poche pendant un petit moment, et là ils l'ont sorti au bon moment. Les commentaires sexistes, pour rappeler ceux qui nous regardent de il Donald dit Trump. Que il y a une dizaine d'années. Je fais aux femmes ce que je veux parce que je suis une star et on laisse faire parce que je suis une star. C'est scandaleux. Mais on le savait un petit peu avant que Donald Trump c'était un scandale, c'était une insulte à la démocratie, c'est rétrograde, c'est un pas énorme en arrière par rapport à tous les progrès que nous avons fait pour les minorités ethniques, pour les femmes, pour aussi relever un petit peu le niveau de débat politique. Il empêche un digne débat politique aujourd'hui dans ce pays, ce qui est aussi malheureusement quelque chose qui s'étend à d'autres démocraties occidentales, et c'est ça qui est en jeu. C'est pas juste la démocratie aux États-Unis, c'est la démocratie aussi dans des sociodémocraties européennes et dans des sociétés européennes. Ouais. À quoi va servir ce troisième débat, d'après vous? À quoi peut-il servir? Pour Hillary Clinton, elle doit ne pas faire d'erreur. Je pense qu'elle va encore jouer de manière un peu conservateur, pas dans ses positions, bien que. Mais elle va essayer de ne pas faire d'erreur, de bien gérer la question des emails, parce que... Alors justement, voilà, parce que, pardonnez-moi de vous interrompre, pour ceux qui nous regardent, il faut effectivement expliquer de quoi on parle. Il y a eu effectivement cette affaire de la vidéo du bus de Donald Trump qui a totalement occulté, en tout cas pour l'opinion publique internationale, peut-être moins aux États-Unis, des fuites qui avait lieu au même moment par Wikileaks. Alors il faut dire que Julian Assange avait prévenu une semaine avant et qui vise exclusivement, d'ailleurs, semble-t-il, Hillary Clinton, des fuites de son entourage, John Podesta, notamment son directeur de campagne, et qui révèlent certains aspects finalement dont on se doutait aussi un peu, il faut dire, d'Hillary Clinton, sa manie de tout contrôler, de contrôler son image, sa communication, ses rapports avec les médias, et puis l'omniprésence de Bill Clinton aussi. Oui, disons que Hillary Clinton, on se doutait qu'il y avait une certaine du favoritisme du Parti démocrate envers Clinton, et Bernie Sanders a été la cible. Et malheureusement, Bernie Sanders n'a pas pu être le candidat et le concurrent qu'il aurait pu être si le Parti démocrate avait joué le jeu et laissé les candidats avoir leur débat. Ça, on le savait déjà depuis la Convention démocrate. Ça avait été révélé avant la Convention démocrate. Oui, effectivement. Et là, le gouvernement vient de dire c'est effectivement la Russie qui vient mettre ses mains un petit peu dans... Alors, on y est. Quel est, d'après vous, le rôle de la Russie dans ces révélations? Est-ce que la Russie cherche d'une certaine manière à faire élire le prochain, puisque pour eux, c'est bien le prochain président des États-Unis, si tant est qu'il y a un choix pro-Trump du côté du Kremlin? Je ne pense pas que la Russie joue un rôle prépondérant dans cette élection. Je ne pense pas que la Russie essaye d'influencer l'élection. Donald Trump a probablement des liens avec le Kremlin, avec la Russie dans ses affaires, mais je pense que Wikileaks a bien fait de montrer ses emails, mais que cette élection était déjà jouée, et depuis la vidéo, c'est normal que ça occulte un petit peu ce qui s'est passé pour ces emails. C'est la question des emails, elle a très bien géré dans le premier débat, il est moins un enjeu aujourd'hui. Ce qui est important,
important pour Clinton, et je défends pas Clinton en disant cela, mais elle va rester dans un périmètre très serré pour ce débat, et elle va juste essayer de rappeler que Donald Trump, c'est scandaleux parce qu'il a harcelé de nombreuses femmes, etc. Vous pensez qu'il n'y a aucune surprise à laquelle on peut s'attendre en novembre? Vous excluez dorénavant que Donald Trump puisse l'emporter? Non, je n'exclus pas parce que les militants les plus extrêmes sont aussi parfois les plus fiables à l'urne. Il peut y avoir une confiance excessive du côté de l'électorat. Une surmobilisation une surmobilisation et une mobilisation insuffisante du côté progressiste. Il faut savoir que Hillary Clinton ne mobilise pas les foules comme Barack Obama mobilisait les foules. Que Bernie Sanders a eu du mal à dire à son électorat allez soutenir Hillary Clinton parce qu'en face on a un monstre, quelqu'un de dangereux. Hillary Clinton, elle mérite aussi un regard assez suspicieux de la population américaine parce qu'elle a été beaucoup financée par des grandes entreprises pendant sa campagne, mais aussi des entreprises de Wall Street avant sa campagne pour des discours qu'elle a rémunérés. Donc il y a une difficulté extrêmement forte pour les Américains de choisir, ou plutôt pas de choisir, mais d'avoir de l'espoir dans cette élection. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage parce que les Américains méritent mieux. Toute la planète et l'humanité méritent mieux parce que les États-Unis dictent un peu le tempo du monde. C'est ça qui est malheureux dans cette histoire. C'est les États-Unis ont dicté le tempo sur des questions économiques, sociales, agricoles. Et nous subissons cela parce que depuis 35 ans, et c'est ce que je dis dans Hello Houston, depuis 35 ans, nous avons des décisions politiques qui ont nui à la santé publique des Américains, qui ont nui à la santé de la démocratie et qui ont nui à la mobilité sociale. Les États-Unis ont une plus faible mobilité sociale que dans presque tous les pays développés, dans tous les pays de l'OCDE. Le patrimoine et la richesse de la famille a un énorme poids dans la capacité d'un Américain à réussir aujourd'hui. Le Congrès, c'est l'autre enjeu de ces élections. On en parle beaucoup moins évidemment à l'étranger. Ça aura une importance cruciale puisque ça déterminera aussi de la marge de manœuvre dont disposera le ou la future présidente des États-Unis, si tant est que ce soit Hillary Clinton. Comment se profile cette élection? C'est les Républicains extrêmement inquiets de voir Donald Trump, d'une certaine manière, barrer la route au Congrès à un certain nombre de leurs candidats. Vous y croyez, vous, à ça, de cette hypothèse? Je pense que le Sénat, qui se joue à 4 sièges à peu près, pourrait basculer démocrate, et c'est le pire cauchemar pour les républicains, parce qu'effectivement, ils se disent le pire de tout ça, c'est Hillary Clinton présidente avec un Congrès qui lui est favorable. Je ne pense pas que la Chambre des représentants va basculer, il y a trop de sièges là à gagner, mais si le Sénat ne bascule pas vers les démocrates, le rôle de Hillary Clinton va beaucoup être essayer de faire quelques décrets présidentiels et après mettre des vétos sur toutes les propositions de loi qui vont venir sur son bureau. Et ça, c'est aussi ce qu'a fait Barack Obama pendant son deuxième mandat. Et on a de l'inefficacité du bipartisme politique qui s'est révélé à un point phénoménal depuis 35 ans, qui s'est accéléré, enfin cette inefficacité qui s'est aggravée pendant le mandat de Barack Obama, et on risque d'avoir un peu la même situation. Mais l'Amérique aujourd'hui, elle est à gauche? L'Amérique aujourd'hui... Qu'est-ce qui pourrait faire finalement basculer ce Congrès à gauche d'une certaine manière? C'est quoi? C'est le vote des minorités qui ferait défaut définitivement au Parti républicain? On pense au vote hispanique, c'est ça qui risque de leur poser un réel problème? C'est intéressant que vous posiez la question sur... ça fait penser à la crise profonde du Parti républicain et de l'électorat de droite qui réalise que ce Parti républicain n'a pas répondu à leurs préoccupations depuis longtemps. Et il y a probablement beaucoup de questions qui se posent sur l'avenir de ce Parti républicain. Et l'électorat de gauche s'est aussi posé des questions sur cette droitisation de la politique et est déçu vis-à-vis du Parti démocrate. C'est pour ça que Bernie Sanders, qui à l'origine n'est pas un démocrate, indépendant, qui a décidé de jouer le jeu parce qu'il savait que s'il se présentait comme indépendant, ça allait être la défaite de la gauche. Donc Bernie Sanders a montré qu'il y avait une attente pour un nouveau progressisme, et c'est ça qui est en jeu, c'est la définition d'un nouveau progressisme aux États-Unis, et d'ailleurs en Europe et dans le monde. Le vote hispanique, d'après vous, il est perdu pour longtemps pour les républicains? C'est vrai qu'il y a un peu l'effet de Barry Goldwater avec les Noirs, c'est-à-dire il s'est opposé au mouvement des droits civiques et précisément à la loi sur les droits civils, et donc le Parti républicain a été déserté par les Noirs. C'est peut-être ce qui va se passer avec les Latinos, mais moins. Il y a quand même une partie des Latinos qui voteront pour Donald Trump parce qu'ils estiment que eux ils méritent d'être aux États-Unis et certains ne devraient pas pouvoir entrer aux États-Unis et il faut limiter l'immigration, etc. Cependant, la grande majorité des Latinos ne voteront pas pour lui et il y aura probablement
probablement des séquelles et des effets négatifs très pérennes en ce qui concerne le vote latino chez le Parti républicain. Le Parti républicain qui doit absolument se remettre en cause, comme le Parti démocrate aussi. Mais le Parti républicain est en crise et n'a pas évolué, ne s'est pas renouvelé, ne prend pas en compte l'évolution démographique aux États-Unis, parce que dans 50 ans, nous n'aurons plus une majorité blanche comme c'est encore le cas aujourd'hui. Et le Parti républicain a beaucoup de mal à se renouveler et à être beaucoup plus représentatif de la population américaine. Merci beaucoup Henri Landès d'avoir été notre invité. Je rappelle donc le titre de votre livre, Allô Houston. C'est pas d'une mission d'Apollo dont il s'agit, mais bien du sort des États-Unis. Appel au secours, appel à se réveiller. Appel à se réveiller. L'élection, elle se joue donc pour le 8 novembre et un troisième débat aura lieu dans les prochaines heures entre les deux candidats, Hillary Clinton et Donald Trump. Merci encore. Merci à vous.